Yarana à tous. Je m'appelle Charlotte, je suis la fondatrice et directrice de l'association Océania et biologiste marin de métier. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler des cétacés de Polynésie française et plus particulièrement du regard que l'homme a sur ces animaux sur ces derniers siècles. Tout d'abord, pour recontextualiser les cétacés, il est important de savoir qu'il s'agit de mammifères marins, tout comme les carnivores et les siréniens. Mais aujourd'hui, ensemble, nous allons parler uniquement de l'ordre des cétacés. Pourquoi les cétacés sont des mammifères marins? Tout simplement car ils partagent tous 5 caractéristiques. La première concerne la présence de poils présents à l'avant de l'animal. La baleine gardera ses petits résidus du poil toute sa vie, à peu près 5 mm. Contrairement au dauphin, qui lui va naître avec des moustaches, les garder les 10 premiers jours de sa vie et les perdre quand ses yeux seront complètement ouverts. En effet, les moustaches présents sur l'avant du dauphin servent aux petits à se repérer sur les premiers jours, garder la proximité avec la maman et trouver les petites fentes mammaires, les petits titis pour l'allaitement. Lorsque les yeux sont grands ouverts, le dauphin n'en a plus besoin, il les perd. La deuxième caractéristique concerne le fait que les petits se développent dans le ventre de leur maman. On parle donc d'animaux vivipares. La troisième caractéristique, quant à elle, comme vous pouvez le voir sur la photo, concerne la respiration dite aérienne, c'est-à-dire que ces animaux vont devoir remonter régulièrement en surface pour reprendre leur respiration. La quatrième caractéristique concerne la température corporelle de ces animaux. Tout comme nous, ils sont à 37 degrés Celsius et on dit homéothermes. Et enfin, la dernière et cinquième caractéristique concerne le processus d'allaitement, c'est-à-dire que la maman va produire du lait et le fournir à ce petit pendant les premiers mois de vie. Je vais vous montrer un petit peu plus en détail, au travers de quelques figurines, ces caractéristiques. Tout d'abord, si l'on regarde le cachalot de plus près, tout comme les autres cétacés, il a un petit trou au-dessus de la tête que l'on appelle l'évent et qui sert à cette respiration dite aérienne. Lorsqu'ils remontent en surface, l'évent va s'ouvrir et ils pourront donc reprendre de l'air. Vous pouvez également voir sur toutes ces figurines la diversité chez les cétacés. Par exemple, l'orque, plus grand représentant des dauphins, a une nageoire dorsale beaucoup plus grande que les autres. Et si l'on regarde de plus près ce petit cétacé, le marsouin de Californie, autrement appelé le vaquita, il est lui tout petit, gris, un avant tout arrondi. Tous ces animaux ont les mêmes nageoires, des formes et des tailles différentes, mais ont toutes les mêmes nageoires. Les premières, les nageoires dites pectorales, situées sur le côté. Ensuite, une nageoire dite dorsale, en haut du dos. Et enfin, à l'arrière, la nageoire caudale. Dans l'ordre des cétacés, nous avons 2 sous-ordres. L'ordre des odontocètes, les cétacés à dents, tels que l'orque par exemple, et l'orque des mysticètes, tels que la baleine à bosse. La baleine à bosse a donc dans sa bouche des fanons. Les fanons sont tout simplement de longs poils permettant à l'animal de filtrer l'eau pour s'alimenter et manger du krill, ces tout petits organismes présents dans l'eau. La classification polynésienne, quant à elle, répartit ces organismes marins dans 2 grands groupes. Le premier groupe, les Ika, et le deuxième groupe, les Phigota. Tous les animaux dont nous allons parler aujourd'hui, une fois de plus, les cétacés, appartiennent à ce premier groupe, les Ika. En tahitien, la baleine à bosse porte le nom de Tohora. La Polynésie française est un sanctuaire pour ces animaux. Ce sanctuaire mammifère marin a été déclaré en 2002. En effet, toute notre ZEE, zone économique exclusive de plus de 5 millions de kilomètres carrés, est aujourd'hui un havre de paix pour ces animaux. Tous ces animaux sont classés dans les espèces protégées de catégorie B par la Direction de l'environnement, ce qui signifie que ces animaux sont protégés. En effet, le harcèlement, la mutilation, toute action pouvant aller à l'encontre de la protection de ces animaux est bien évidemment interdit. Nous allons ensemble parler de cette évolution de l'interaction entre l'homme et les cétacés durant ces derniers siècles. On verra dans un premier temps en quoi ces animaux ont toujours été considérés comme sacrés et donc en quoi l'homme a toujours gardé une certaine distance. Dans un deuxième temps, nous parlerons de cette révolution dite industrielle qui a donc engagé un développement technologique énorme. Et en dernier temps, nous parlerons d'une révolution écologique et donc d'un nouveau regard
entre l'homme et les cétacés. Tout d'abord, ces animaux, lorsque l'on regarde dans les archives, que l'on relit un petit peu les carnets de bord des premiers marins qui les observaient, on se rend compte que ces animaux ont toujours été considérés comme sacrés et surtout comme imposants, de par leur taille, de par ces informations que l'on avait très peu sur eux. Ce manque de connaissances a donc toujours mis naturellement une certaine distance entre l'homme et les cétacés. C'est pour ça qu'on les retrouve assez régulièrement dans les mythes et légendes polynésiennes. En effet, on les retrouve sous 3 grandes catégories. Le mythe de Paikea évoque par exemple ce chevaucheur de baleines, c'est-à-dire en quoi l'homme pouvait parfois se servir de ces animaux pour se déplacer d'une île à l'autre ou d'un pays à l'autre. Le mythe de Kaea, quant à lui, montre en quoi ces animaux représentaient aussi un certain pont entre le monde des vivants et le monde des morts. Et enfin, nous pouvons également lire un tas de mythes et de légendes qui présentent ces animaux plutôt comme des compagnons pour l'homme. Cette deuxième phase dont je vous ai parlé, qui correspond à la révolution industrielle, au développement technologique, met 2 choses en avant. Tout premièrement, l'évolution des bateaux, c'est-à-dire qu'on est passé d'un bateau à voile, ensuite un bateau à vapeur, puis à des bateaux à moteur. C'est-à-dire que l'homme, peu à peu, a conquéri ce nouvel habitat qu'est l'océan et donc a mis une certaine proximité entre l'observation des cétacés. La révolution industrielle, bien évidemment, montre un certain développement de tous les pays et donc montre en quoi le regard de l'homme a évolué progressivement et malheureusement a mené certaines menaces. En effet, à cette période-là, la chasse à la baleine était très présente et très intense. La période de la chasse à la baleine est vraiment considérée entre les années 1920 et 1960, où plus de 2 millions de baleines ont été tuées, dont 200 000 concernent les baleines à bosse. C'est-à-dire qu'en 1962, le constat était plutôt alarmant. Seulement 3% des individus restants dans ces populations, ce qui a donc amené à des interdictions et donc à la fin de la chasse à la baleine. Ici en Polynésie française, cette activité a été peu présente. La dernière chasse a eu lieu à Rurutu à la fin des années 50 et était plutôt considérée comme des chasses dites ponctuelles ou alors très occasionnelles parce que par exemple un animal qui s'échouait sur les plages. Mais nos moyens ici en Polynésie n'ont jamais amené à un développement de cette activité trop important. D'autres menaces peuvent être évoquées autour de ces animaux par rapport à ce développement, telles que la pollution plastique, la pollution en règle générale, la pollution sonore qui est, elle, engendrée par l'intensification du transport maritime et donc une présence de bateaux beaucoup plus importante sur nos océans, ce qui amène à une certaine nuisance sonore. Et il faut savoir que ces animaux, tous, sont de grands spécialistes acoustiques. Et donc, ce son peut parfois les perturber et amener à des changements de comportement très notables. Une autre menace concerne les collisions. Une fois de plus, ça nous permet de faire le lien entre le développement, l'intensification du trafic maritime et puis donc ce risque qui est accru. La collision représente tout simplement lorsqu'un bateau, malheureusement, va percuter un animal. Il faut savoir que dans la majorité des cas, ces collisions sont bien évidemment mortelles, malgré la grande taille de ces animaux. Aujourd'hui, la vitesse des navires engendre des collisions à 90% mortelles. D'autres menaces dont on parle beaucoup, telles que le réchauffement climatique ou encore la surpêche, qui malheureusement va amener à une ressource alimentaire pour ces animaux de plus en plus faible. Enfin, la troisième phase dont on souhaiterait vous parler, la révolution écologique. En effet, ces dernières années, on assiste vraiment à une prise de conscience très importante de la part des populations, à des programmes de conservation qui voient le jour et tout simplement à retendre enfin à un équilibre entre l'homme et sa nature, s'inspirer d'elle, penser au travers d'elle et la penser bien évidemment, faire en sorte que ces animaux perdurent dans le temps et que l'on puisse continuer au travers de ces années de les honorer. En effet, il est très important de noter en quoi protéger aujourd'hui les cétacés de Polynésie française nous amène des services incroyables dans la vie de tous les jours.
En effet, les cétacés et les baleines, lorsqu'elles se déplacent dans nos océans, leurs excréments très riches en fer vont permettre la croissance du phytoplancton. Et ce phytoplancton, à son tour, nous permet tout simplement de prendre une respiration sur deux. C'est-à-dire que le phytoplancton produit de l'oxygène et l'oxygène qu'il produit nous permet de respirer sur Terre. Il est donc très important de protéger les populations de cétacés pour qu'à leur tour, la croissance du phytoplancton puisse avoir lieu. Ensuite, on présente sur ces dernières années les grands cétacés, comme la baleine à bosse par exemple, comme des pompes à CO2 incroyables. En effet, on connaît assez bien le rôle des arbres sur Terre qui absorbent ce CO2. On estime à peu près 33 kg par an pour un arbre, mais on n'imaginait pas jusqu'à présent que les baleines remplissaient un rôle très précieux. On estime qu'une baleine est capable d'absorber 33 tonnes. Ce qui est très intéressant, c'est qu'une fois que la baleine a absorbé ce CO2 et qu'elle va ensuite mourir, elle va couler sur le plancher océanique, c'est-à-dire au fond des océans, et garder ce CO2 avec elle. Contrairement aux arbres qui, à leur mort, une fois qu'ils vont pourrir et tomber sur la terre, ils vont de nouveau laisser échapper ce CO2. Donc en protégeant les baleines, en protégeant ces grands cétacés, on a tout simplement une solution très naturelle pour nous aider aujourd'hui à ce grand défi du réchauffement climatique. On nous pose souvent la question de comment nous aider au quotidien pour mieux connaître ces animaux et donc mieux les protéger. Je vous encourage à télécharger une application qui s'appelle Obs en mer sur vos Vini, ordinateurs, tablettes, peu importe, et à nous aider à renseigner toutes ces observations. Elle est très simple d'utilisation. Vous verrez, il faut simplement renseigner l'espèce observée. Tout le reste se fait automatiquement et est donc envoyé à nos équipes. Je vous remercie de votre attention. Marururoa et n'hésitez pas à suivre nos aventures sur nos réseaux ou sur notre site internet.